elles ne sont pas identiques. Et donc, chaque société a ses philosophies, a sa philosophie de base, a sa manière de penser, a une idéologie, n'est-ce pas, acceptée par tous. Et il n'est donc pas normal que nous puissions considérer que les autres, parce qu'ils sont, je ne sais pas quoi, ils ont le droit de venir nous imposer ce qu'ils nous ont, leur point de vue, n'est-ce pas, leurs idéologies, qui ont été construites à partir de leur réalité. Et nous aussi, nous devions partir de nos réalités. Et lorsque nous nous constituons en une nation qui s'ignore, qui s'auto-sous-évalue, qui croit qu'il n'y a que les intellectuels d'ailleurs qui connaissent mieux que nous, n'est-ce pas? Nous développons alors des complexes d'infériorité, nous envions les autres, nous voulons devenir comme eux, n'est-ce pas? Parce qu'eux, ils ont une cour constitutionnelle, nous aussi. Parce qu'ils ont un Sénat, nous aussi. Parce qu'ils ont, etc. Je pense que parmi les questions qui ont été posées, on est revenu sur ça, n'est-ce pas? Et nous devons reconnaître que nous avons été formés pour réfléchir comme ça, pour être des sous-intellectuels. C'est comme ça qu'on a été formés. Et donc, il nous faut une remise en question de nous-mêmes pour que nous puissions, n'est-ce pas, dépasser ce stade de sous-intellectuels et devenir des intellectuels véritables parce que rien ne nous empêche de l'être. Vous savez que les peuples blancs d'Europe, la mondialisation, c'est pour lutter contre la pauvreté et nous sommes toujours là, n'est-ce pas, en train de nous rechercher. Et donc, c'est le lieu pour nous de recourir à Mabika Kalanda pour nous remettre en question et remettre en question tout ce qui nous a été dit. On a donc fait de nous des copistes, des singeurs, des imitateurs, des attentistes, bref, n'est-ce pas, comme l'a dit le prof Joly, n'est-ce pas, des bébés qui attendent tout de leurs tuteurs. Or, les tuteurs qui sont les nôtres aujourd'hui, les grands du monde, ils sont cyniques. Ce qui est bon pour eux, même si c'est grave pour vous, n'est-ce pas, ils vont le faire, sans hésiter. Et donc, à nous de savoir, de voir si nous allons rester comme ça, si nous allons continuer avec ce mimétisme intellectuel, qui fait que nous nous retrouvons, n'est-ce pas, dans cette situation après autant d'années. Et vous savez, parce qu'ils nous ont imposé des systèmes juridiques qui n'ont pas été produits par nous, là, nous tous ici, nous sommes hors la loi. Nous tous, nous violons la loi à tout moment. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois qui ne peuvent pas ne pas être violées. Donc, si on prend par exemple la Constitution, cette Constitution n'a pas réglé les problèmes. Les problèmes, si le pays est encore aujourd'hui, c'est grâce à des négociations, grâce à des compromissions, des compromis, etc., un peu à l'africaine, qui font que nous vivons. Mais la Constitution elle-même, n'est-ce pas, je pense qu'on l'a dit, elle a été conflictualiste. Et il faut donc un changement de paradigme, un changement de façon de raisonner, n'est-ce pas? Nous devons commencer à raisonner autrement. Les anthropologues occidentaux ont dit que nos ancêtres étaient des barbares, ils disaient je ne sais pas comment, c'était l'état sauvage, tout ça. Mais j'ai découvert un anthropologue, un historien, n'est-ce pas? Je viens d'en parler au prof, à mon vieux Isidore, qui montre comment les sociétés, les philosophies de base de nos ancêtres étaient de loin supérieures à ce que nous vivons aujourd'hui. Nos ancêtres vivaient dans des communautés où on appelait leur système de communautarisme qui s'oppose à l'individualisme occidental. Ce système-là, n'est-ce pas, vous aurez ça dans les textes que je vais produire parce qu'il faut gagner le temps, n'est-ce pas? Le communautarisme ne faisait de personne un despote, n'est-ce pas? Tout le monde mangeait au village, même les orphelins, même les infirmes. Donc c'était un système égalitaire. Ça n'a rien à voir avec ce système qu'on nous a imposé, qui impose les mendiants, donc l'individualisme de l'Occident, n'est-ce pas, qui nous oppose tout ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui, c'est-à-dire les oppositions, n'est-ce pas,
les fissures sociales, les inégalités, donc le système vante les inégalités, n'est-ce pas, les droits du plus fort à exploiter toujours le plus faible, la concurrence compétitive, la méfiance, la ruse, la violence, le meurtre, etc. Donc, bref, l'apologie du conflit et la résolution brutale des différends opposant les uns aux autres. Ce n'est donc pas étonnant que, n'est-ce pas, nous puissions accepter des concepts démocratiques. Tout le monde répète démocratie, mais elle a apporté quoi à la fin telle qu'elle s'applique? Elle nous a apporté quoi? Jusqu'ici, je vois tout le monde revient, non, une société véritablement démocratique, etc. Bon. Je ne sais pas si nos ancêtres n'étaient pas démocratiques. Je vais d'abord exploiter la lecture que je suis en train de faire pour voir si vraiment il n'était pas mieux démocratique qu'aujourd'hui. Et même cette démocratie qu'on nous impose. Si vous voyez tous les grands pays occidentaux, chaque pays a sa façon de pratiquer la démocratie. On ne vote pas aux États-Unis comme en Belgique, pas comme en France, etc. Eux-mêmes, ils ont leur mode. Mais nous, on nous a imposé un mode presque, je pense, français. Qui pose des problèmes partout en Afrique. Même le Sénégal qui était considéré comme le modèle réussi de démocratie, le Sénégal est en train de compter aujourd'hui ses morts. Alors, et quand on évoque ça, souvent on dit non, il est arriéré, il n'est pas moderne, etc. Mais qu'est-ce que c'est que pousse à la modernisation nous a apporté? Alors, je vais conclure par poser la question de savoir quel type de constitution il faut pour quelle république démocratique il faut. Je vais un peu compléter ce que les autres ont dit. Nous sommes aujourd'hui, bon, nous les sociologues, nous avons l'habitude de dire les choses peut-être brutalement, n'est-ce pas? La constitution, moi je ne dirais pas qu'elle a eu des résultats mitigés, elle a quand même fait ceci. Non, c'est un échec. C'est un échec. Et il faut analyser l'échec à partir de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Nous sommes en situation de crise. Et c'est le moment de raisonner. Qu'est-ce qui fait, pourquoi nous pouvons être incapables, par exemple, de mettre le Rwanda hors du danger? C'est une crise, n'est-ce pas? Nous devons réfléchir. Comment on en est arrivé là? Donc, c'est comme si, n'est-ce pas, on ne fait que chuter et aujourd'hui on compte sur les autres pour venir nous débarrasser du tout petit Rwanda. Nous devons nous poser des questions, n'est-ce pas? Il y a la crise, et puis je vais terminer tout de suite, n'est-ce pas? Et pour sortir des crises, n'est-ce pas, il faut nécessairement changer de paradigme et réfléchir sur nous-mêmes. D'abord sur les systèmes politiques, n'est-ce pas? Le prof Bata a posé beaucoup de questions là-dessus, je n'y reviens pas, n'est-ce pas? C'est à partir de ces questions que nous devons partir pour réfléchir sur notre devenir. Nous avons un parlement, nous avons un gouvernement. À quoi ça doit servir? Est-ce que d'abord c'est nécessaire? Et si c'est nécessaire, ça doit servir à quoi? Nous sommes aujourd'hui dans un contexte de domination des conflits, de guerres commanditées dans le cadre de la régéopolitisation de la région des Grands Lacs par les grandes puissances. Mais c'est un élément important pour nous permettre d'avoir une constitution, n'est-ce pas, qui va nous... on a dit ici c'est un instrument de la politique, n'est-ce pas? C'est d'ailleurs le titre de mon texte. Comment la constitution peut nous aider à résoudre ces problèmes? Nous devons prendre en compte la réalité de toutes ces guerres, n'est-ce pas, avec les 9 pays voisins potentiellement hostiles, n'est-ce pas? Nous devons y réfléchir et nous devons réfléchir sur nos réalités socio-anthropologiques. Un grand pays avec 450, semble-t-il, je n'ai jamais compté, 450 ethnies, n'est-ce pas, avec des dialectes, des langues différentes, tout ça. Nous devons réfléchir quel type de système pour réaliser la cohésion sociale, n'est-ce pas? Nous devons aussi avoir des dispositions contraignantes pour renforcer l'éducation citoyenne par le renforcement et la généralisation de l'instruction publique, y compris la promotion de nos langues nationales, l'approfondissement, ainsi que de l'éthique citoyenne dont on vient de parler
le prof Louman, n'est-ce pas, une éthique citoyenne rigoureuse et contraignante. Et puis, la Constitution ne doit pas seulement se baser sur la répartition des postes. Finalement, la Constitution, c'est telle est de l'opposition, telle est du pouvoir, même s'il y a une expertise, n'est-ce pas? En dehors de ça, non, il n'est pas avec nous. Donc, on est arrivé à un système particratique, n'est-ce pas? Donc, on est arrivé à un système du partage du gâteau. Non, moi, je ne me suis pas réduit. Mais le pays, où est l'intérêt du pays dans toutes les discussions qui sont? Alors, il faut donc que nous puissions renforcer nos capacités autodéfensives et même offensives aux différents plans politiques, militaires, diplomatiques, économiques et culturels. En effet, nous devons d'abord avoir cultivé l'ambition de puissance. Nous devons devenir puissants. Et pour devenir puissants, qu'est-ce qu'il faut? N'est-ce pas? On a parlé ici d'un débat général qui doit réunir toutes les disciplines, n'est-ce pas? Et à partir de ça, nous constituons une philosophie et nous rédigeons notre constitution à partir de cela. Et ce débat-là ne peut être devant que les fils du Congo. Inutile que chaque fois que nous avons une école, il y a toujours des gens qui nous apportent des ordinateurs, donc qui viennent de tout financer. C'est un modèle économique. Et on doit parler de la Constitution. Il faut qu'il y ait des assignations sur le développement. On n'est pas chef seulement pour être appelé excellence. On est appelé excellence parce qu'on espère que vous allez faire quelque chose d'excellent pour le pays. Or, la Constitution, n'est-ce pas, ne prévoit pas ça. Alors, je termine donc en disant que la Constitution, c'est le premier instrument de la politique, n'est-ce pas? Elle doit être construite, élaborée, réécrite, n'est-ce pas? Là, je voudrais insister sur la réécriture et pas seulement la révision, n'est-ce pas? Sur des considérations basées sur les réalités du pays, telle qu'est rendue par nous-mêmes, élites locales, engagées à servir la cause nationale. N'est-ce pas? Heureuse est la nation qui compte sur ses intellos, mais les intellos ne doivent pas être des intellos formatés par l'Occident, ça doit être des intellos authentiques. N'est-ce pas? Et je pense que je vais terminer par là, n'est-ce pas? Il faut donc un débat préalable pour déterminer ce qu'il faut pour nous. Je vous remercie. Je dirais même positivement. Donc, les conditions sont réunies aujourd'hui pour que nous puissions envisager des réformes en profondeur, des réformes qui touchent l'ensemble des secteurs de la vie nationale, des textes, y compris la loi fondamentale. C'est ce qui ressort pratiquement de l'exploitation des différentes sources. Et nous sommes quasiment d'accord que le problème du dysfonctionnement institutionnel dans notre pays est aussi un problème de texte. C'est vrai. Mais je suis de ceux qui pensent que c'est fondamentalement ce problème d'homme. Il faudra que prochainement, il y ait un débat autour de l'homme, autour de la morale, autour de l'éthique, parce que les déclins de la société et les dysfonctionnements de notre pays commencent à prendre une ampleur telle que ça devient la quadrature du cercle, le sentier sans issue, et qui est maintenant amplifié par la baisse de notre niveau, du niveau de notre enseignement, et en même temps l'exaspération de la misère de notre pays. Donc il faudra qu'il y ait ce débat. Il y a un problème, donc il y a bien sûr le problème des textes, le problème institutionnel. Quelles sont les réformes indispensables? Moi, je voudrais parler des réformes qui touchent bien sûr à la loi électorale et à la Constitution. La gamme des réformes ou des problèmes qui risquent de faire l'objet de ces réformes est très attendue. Mais je pense qu'il faudra qu'à l'entame de ce second mandat du président de la République, on puisse envisager des réformes importantes. Concernant la loi électorale, j'ai à ma gauche l'un des auteurs de la
croyons pouvoir atteindre l'objectif de rationaliser le système électoral tel qu'envisagé par le dialogue de Massenko. Je crois que nous sommes créés encore des problèmes avec cette histoire de seuil de recevabilité. C'est moi qui parlais tout à l'heure du nombre de contentieux, ou du moins de réclamations au niveau de la Cour constitutionnelle, qui fait que elle est attendue. Vous savez aussi que, alors qu'on voulait réduire le nombre de candidatures, réduire le nombre de partis politiques, on est passé aujourd'hui de 24 à 24 000 candidats, alors qu'on était descendu à 15 000 en 2018. On était à 18 000 en 2011, c'est-à-dire qu'on a pu améliorer la situation en 2018, parce qu'en 2006, on était à 9 000 candidats, et 18 000 en 2011, 15 000 en 2018, et maintenant 24 000 en 2000. Alors, parce qu'on a opéré une réforme tout à fait hasardeuse. Ça, c'est notre responsabilité au niveau du Parlement en tant que législateur. Alors, s'il faut aller vite et faire gagner du temps à nos amis, au niveau de la Constitution, ce n'était qu'un exemple que je voulais donner parce qu'en ce qui concerne la loi électorale, moi je souhaiterais même qu'on puisse étendre les incompatibilités à tous les autres membres du gouvernement. Le gouvernement de province, au lieu de s'arrêter seulement en affaires actives, ça doit faire partie des réformes. Si vous touchez à cela, vous touchez à la Constitution. Ça ne relève pas seulement de la loi électorale. Alors, s'il faut revenir aux réformes indispensables sur le plan constitutionnel, je pourrais ouvrir le débat en parlant du scrutin uninominal. Donc, je parlais du scrutin de l'élection présidentielle. Faut-il encore relancer ce débat? Parce que quand notre ami a parlé de l'état de droit, de l'impact de la révision, j'ai cru comprendre qu'il voulait parler même de la réinitialisation des dispositions initiales avant la modification de la Constitution de 2011. Et je crois même, quand il a parlé du parquet, c'est dans ce sens qu'il voulait aborder ce problème. Donc c'était un débat, de mon côté. Je me rappelle encore qu'au début de son mandat, le président de la République, ça a été débat que nous partageons ensemble, faut-il revenir encore 2 tours à la présidentielle ou garder un seul tour. Ça, c'est concernant l'élection ou le scrutin de l'élection présidentielle. Deuxième élément, c'est concernant les niveaux des conseils locaux. Faut-il garder les conseils locaux au niveau des secteurs, CCI et communes rurales, ou réduire les conseils locaux au niveau des territoires, villes et communes urbaines? C'est un débat. Des élections des députés nationaux. Faut-il maintenir le mode de scrutin proportionnel à plus fort reste, renforcer les seuils électoraux à plus d'1%, passer au mode de scrutin majoritaire de la liste, et introduire la discrimination positive qui prévoit un mécanisme en faveur des femmes et des personnes vivant avec handicap. Faut-il consacrer le mécanisme de cooptation de certains députés nationaux pour répondre aux exigences de la participation de la femme et des jeunes? C'est un débat. Nous pouvons ouvrir. Diviser ou élargir les circonscriptions électorales. Faut-il les garder de quelques 181, 182, ou bien nous avons 500 sièges, alors on va morceler le pays en 500 circonscriptions électorales. C'est un débat. Nous pouvons l'ouvrir. Autre question, c'est l'élection des députés provinciaux. Faut-il maintenir le mode de scrutin proportionnel à plus fort reste, maintenir les seuils actuels de 3% ou les renforcer, passer au mode de scrutin majoritaire, introduire le principe de discrimination positive, renforcer ou ne pas renforcer les critères d'éligibilité, et probablement prévoir le mandat des députés provinciaux. C'est qu'on ferait aussi pour les députés nationaux, parce qu'il y en a qui ont proposé de passer de 5 à 7 ans, comme il y a des propositions, je laisse les professeurs revenir comme les disposer, et parler du mandat aussi des présidents de la République et des autres représentants du peuple. Un autre débat va porter sur les corps électoraux des gouverneurs. Est-ce qu'on va maintenir l'élection des gouverneurs tel qu'il est prévu et des vice-gouverneurs au scrutin direct et pas des députés provinciaux? Est-ce qu'on va élargir le corps électoral des gouverneurs et vice-gouverneurs aux élus locaux, secteurs, chefferies et communes? Est-ce qu'on va étendre l'élection des gouverneurs et
équivalent au suffrage universel et plus des non-originaires. C'est un débat de la nationalité. La nationalité congolaise reste une exclusive. Elle ne peut être détenue contrairement avec aucune autre. On garde la solution. Ou bien on adapte le principe de la double nationalité pour qu'elle soit permise et rendre irrévocable la nationalité congolaise d'origine. Ainsi, les articles 10 de la Constitution, il va exister une nationalité congolaise, une nationalité congolaise est soit la nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition, par naturalisation, ou bien option ou adoption. Alors, nul ne peut être privé de sa nationalité d'origine, la double nationalité est permise. On peut évoquer, on revoit l'article dans ce sens-là. De la restauration des dispositions constitutionnelles initiales, c'est ce que je voulais dire, supprimées ou modifiées par la loi numéro 11 par 002 de la 15 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la RDC du 18 février 2006, à savoir les articles 71, 110, 126, 149, 150, 151, 197 et 198. C'est le débat. Il faut le soulever. Quand vous prenez le mémoire du président Congo, c'est la tête qui est en train de soutenir la dans son livre. Alors, de l'appréciation préalable de la nomination à certaines hautes fonctions par une commission ad hoc du Parlement, Assemblée nationale et Sénat, magistrats et fonctionnaires de l'État, aux magistrats de la Cour constitutionnelle, Conseil d'État, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, ainsi de suite. Et enfin, on arrive, prendrons-nous le courage de procéder au déverrouillage des dispositions intangibles permanentes de la Constitution. Parce que contrairement à l'exercice de 2011 qui s'est limité à un toilettage de quelques 8 articles de la Constitution, il s'agira cette fois de procéder à un ajustement constitutionnel qui remettrait en cause les options fondamentales levées par la Constitution originelle, notamment en matière d'organisation du pouvoir d'État et de l'espace territorial de de la République démocratique du Congo. Je pense que, et vous l'avez dit, que nous devons prendre ce courage-là. La Constitution est une création de l'homme qui est perfectible, qui doit évoluer avec l'évolution de la société, l'évolution des mentalités, l'évolution de la technologie, l'évolution des besoins de notre population. Donc, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de continuer à développer en faire un sujet tabou, donc on ne peut pas toucher à la Constitution dans cette